Bonjour, tableau périodique, classification des éléments du tableau périodique à la page 19 dans votre cahier et vous allez avoir besoin bien sûr du tableau sur la feuille jaune que je vous ai donné. Donc, tableau périodique, la première des choses est divisée en trois grandes catégories. La première, on va parler des métaux. La deuxième, c'est les métalloïdes et la troisième, les non-métaux. On va commencer par placer les métalloïdes. Les métalloïdes, vous avez ici une ligne plus foncée. C'est notre escalier qui va déterminer où sont les métalloïdes. Donc, ça ici, c'est les métalloïdes, c'est ceux que je vais mettre en bleu. Donc, vous avez le bord. Là, vous faites attention, l'aluminium, il y en a plusieurs qui le mettent des métalloïdes. Ce n'est pas un métalloïde, c'est bien un métal. Donc, on part du bord, on s'en va en diagonale, on s'en va au silicium. À partir d'ici, vous descendez d'une case, germanium. Après ça, l'arsenic. En bas, c'est l'antimoine. À droite, le tellure. En bas, le polonium. Et vous avez la stat. Selon le tableau périodique, des fois on le met, des fois on le met pas. Donc, en bleu, ce sont les métalloïdes. Vous l'avez à la page 19. Je reviens après ça pour les caractéristiques. Ensuite, la deuxième catégorie qu'on a, ce sont les métaux, j'ai dit. Donc, les métaux, là, c'est ceci. En englobant tout ça ici. Attendez un peu. Pas celui-là. De toute façon, ça nous dérange peu. Là, dans le bas du tableau périodique, on s'en occupe pas trop. Ça, en rouge, ici, là, tout ça, c'est les métaux. Ici, l'aluminium avec. Et finalement, on a les non-métaux. On a l'hydrogène qui est une exception qui se retrouve ici. Et tous les autres dans la colonne ici et ici. Okay? Ça, c'est nos non-métaux. Maintenant, les caractéristiques des métaux. Si vous regardez un métal, une bague en or, en argent, vous allez remarquer qu'il y a un éclat métallique. Ça, vous les avez à la page 19. Là, ensuite, les métaux vont aussi conduire l'électricité et la chaleur. L'électricité, nos fils de cuivre dans nos maisons, ça conduit l'électricité et nos chaudrons sont en métal, des fois des alliages, des fois ils sont en cuivre ou peu importe, ils conduisent la chaleur. On a une bonne malléabilité, ça veut dire qu'on est capable de les bouger, on est capable sans les casser, on est capable de les changer de position. Et la ductilité, c'est être capable de les mettre, de les allonger, de les faire en fil. Donc, un fil de cuivre, c'est l'exemple. Quand je le mets dans de l'acide, il va y avoir une présence d'hydrogène qui va être dégagée. Dans les métaux, ils sont tous solides à température de la pièce, sauf le mercure, c'est le seul qui est le numéro 80 ici dans votre tableau périodique, c'est le seul qui va être liquide à température de la pièce, 25 degrés Celsius. Ça, c'est les métaux. Les non-métaux, bien, c'est facile, ils n'ont aucune des caractéristiques des métaux. C'est-à-dire, ils n'ont pas d'éclat brillant, ils n'ont pas de conductibilité thermique ni électrique, ils ne sont pas malléables, ils ne sont pas ductiles, ils ne dégagent pas d'hydrogène. Et on peut les retrouver sous forme solide, liquide ou gaz. Donc, si dans un examen, je vous demande, nomme-moi 3 caractéristiques des non-métaux, bien, tu ne me dis pas, n'a aucune des caractéristiques des métaux. Vous devez me les nommer. Ne conduit pas l'électricité, ne conduit pas la chaleur, elle n'a pas d'éclat métallique, il faut vraiment les nommer. Les métalloïdes, c'est ceux qui sont entre les deux. Ils ont parfois des caractéristiques des métaux et ils ne les ont pas tous. Donc, par exemple, le silicium qu'on a vu dans la démonstration avait un éclat brillant comme les métaux. Par contre, on pouvait pas, il n'était pas malléable. Il se casse tout de suite. Donc, ça, c'est l'exemple pour les métalloïdes. Ça, c'est nos 3 grandes catégories. Alors, on continue avec la page 20, les périodes et les familles. Donc, une période, c'est quoi? C'est les lignes qu'on a ici. C'est les numéros 1 à 7. Donc, c'est tout ça. Les périodes, ici, vont nous indiquer, vous l'écrivez quelque part sur votre tableau périodique, là, c'est ça qui est important. Une période, ça nous indique le nombre de couches d'électrons qu'on va avoir. Donc, la première couche, numéro 1. Deuxième couche, c'est la ligne au complet de 2. Donc, lithium, beryllium, bore, carbone, azote, jusqu'au numéro 10, au néon. On peut donc avoir un maximum de 7 couches d'électrons. Ensuite de ça, vous avez les électrons de valence. Électron, symbole ici, de valence, que j'ai déjà utilisé plein de fois.
ce sont les électrons de la dernière couche seulement. Ça, c'est la dernière couche. Ensuite, on rentre dans les familles. Les familles, là, il y en a 4 qui ont des noms vraiment précis. Les autres, je vais vous les dire. Nous, on ne travaille pas avec cette partie-là du tableau comme tel. Là. On va aller chercher certains éléments qui sont intéressants, comme le fer, le manganèse, le cuivre, le nickel, l'argent. Mais quand on parle des familles, on parle vraiment des chiffres romains avec le A ici que vous avez. Donc, première des choses, l'hydrogène, c'est une exception. Il est orphelin, il n'y a pas de famille. Ça, c'est la première des choses. La première colonne, à partir du lithium jusqu'au francium, donc ce qui est en vert, ici, je vais prendre ça ici, ce qui est en vert, comme ça, eux, on va les appeler les alcalins. La deuxième famille qu'on a, que je vais mettre en bleu juste à côté, donc 2A, beryllium jusqu'au radium, eux, on les appelle les alcalino-terreux. Alcalino-terreux. Ensuite, on s'en va à l'avant-dernière colonne du fluor jusqu'en bas. Donc, en rouge, je vais me trouver une place, je vais le mettre ici. En rouge, vous allez avoir les halogènes. Et finalement, vous avez la dernière colonne en jaune ici. Ce sont les gaz rares. Donc, en jaune, ils ont 3 noms. Les 3 noms, là, ils sont très bons. Vous pouvez les utiliser n'importe quand. On peut dire les gaz rares, parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans l'atmosphère. Les gaz inertes, car ils ne réagissent avec rien. Et les gaz nobles. Moi, pour se rappeler de celui-là, c'est parce qu'ils sont snobs, ils ne se combinent pas à rien. Donc, ils restent tout seuls. C'est pour ça que je les appelle les gaz nobles. J'aime bien dire des gaz qui sont snobs. Maintenant, la première famille des alcalins, quand vous regardez à la page 21, vous avez les caractéristiques. La première caractéristique, quand vous regardez le numéro qui est en haut ici, le 1A, le 1 m'indique qu'il y a un électron sur la dernière couche, donc un électron de valence. Donc, tous les éléments que vous avez dans la colonne, que on parle du lithium, du sodium, potassium, rubidium, césium ou francium, il y a un électron sur la dernière couche. 2A, 2 électrons, 7A, 7 électrons, 8A, 8 électrons. Maintenant, vous avez ces colonnes-là ici, la 3, 4, 5 et 6 qu'on n'a pas nommées avec un vrai nom. C'est pas compliqué, on va les appeler les familles du bore, famille du carbone, famille de l'azote, famille de l'oxygène. Donc, si dans un examen, je te demande, je ne sais pas, le gallium fait partie de quelle famille? C'est mon numéro 31 ici, mais il fait partie de la famille du bore. Vous ne me dites pas bore, parce que bore, ce n'est pas une famille, c'est un élément. C'est la famille du bore, ça indique que c'est la colonne du bore. Donc, 3A vont avoir 3 électrons de valence, 4A, 4, 5A, 5, 6A, 6 et 7A, 7 électrons de valence. Les alcalins, ils possèdent un électron de valence. Ce sont des métaux qui sont mous. On est capable de les couper avec un couteau. Ce sont des métaux qui réagissent vivement à l'eau. Vous l'avez vu avec la petite vidéo lundi. Les alcalino-terreux, ça ressemble pas mal à nos alcalins, mais en beaucoup moins violent. Ils ont 2 électrons de valence. Point de fusion un peu plus élevé que les alcalins, sont assez abondants dans la croûte terrestre. La famille des alcalins, par contre, la première famille, j'ai oublié de dire qu'ils ne sont pas, à l'état pur, on ne les trouve pas parce qu'ils sont trop instables. La famille 7, vous avez les halogènes. Eux, là, halogènes, ça veut dire que ça forme des sels avec un métal. C'est des formateurs de sels, c'est ça qu'ils font. Okay? Fait que quand je mets du chlore avec du sodium, ça fait un sel de table. Ils sont extrêmement réactifs. C'est des bactéricides, ça veut dire que c'est des produits nettoyants. Ils enlèvent les bactéries. Ils sont toxiques. Et on les retrouve toujours sous forme diatomique qu'on appelle donc 2 fluors attachés ensemble. F2, Cl2, Br2, parce qu'ils sont trop instables quand ils sont seuls. Et les gaz inertes, bien inertes, ça le dit, ça ne réagit à rien. Leur dernière couche est saturée, ils ont 8 électrons de valence. Fait que ça, c'est mon chiffre magique qu'on va vouloir obtenir quand on va faire des molécules. Ils ont, à la température de la pièce, ce sont tous des gaz, réagissent avec rien.
Donc, d'où les termes rares, inertes et nobles. C'est la meilleure façon de se rappeler aussi des propriétés de ces familles-là. Ensuite de ça, vous avez à la page 22 la notation de Lewis. Donc, la notation de Lewis. Donc, Lewis, il a dit, les électrons là, qui m'intéressent, moi, c'est les électrons de la dernière couche. Toutes les couches avant, je le sais qu'ils sont saturées. Si je prends par exemple le sodium, on sait qu'il y a 2 électrons sur la première, 8 électrons sur la deuxième et 1 électron sur la dernière. Donc, c'est elle qui va toujours changer. Tout ce qu'il y a avant elle, peu importe l'élément que je vais prendre, les couches sont toujours remplies. Donc, il a dit, on va trouver un système pour être capable de représenter les électrons de la dernière couche. Donc, les éléments de la famille 1A, donc la famille des alcalins, ils ont un électron de valence, tout le monde. Fait que je pourrais faire le lithium, et quand je représente mon électron, j'en mets un. Si je représente le sodium, j'en mets un. Si je représente le potassium, j'en mets un, et ainsi de suite. La famille 2A, 2 électrons de valence. Donc, si je prends le beryllium, j'en mets 2. La façon de le mettre, je mets un électron ici, j'en mets un deuxième ici. Je ne peux pas les mettre côte à côte. Je donne des cartes, comme quand tu donnes des cartes. Tu donnes des cartes d'un côté, tu donnes à l'autre, et tu reviens à toi. La famille 3A, la famille du bord, 3 électrons de valence, 1, 2, 3. Vous pouvez commencer où vous voulez. Vous voyez, je viens de commencer en haut, puis les autres, je vais commencer à droite. La famille 4A, oups, j'ai oublié de mettre le 1, c'est le carbone, 1, 2, 3, 4. La famille 5, excusez, j'ai oublié 5. 5, c'est l'azote. 1, 2, 3, 4. Et je mets le 5e collé à côté pour dire que ces deux-là, ils n'auront pas de réaction ensemble parce qu'ils sont déjà couplés comme électrons. Après ça, la famille 6, et non pas comme ça. La famille 6A, c'est l'oxygène. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La famille 7A, le fluor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et la famille 8A, le néon, par exemple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, je les ai mis les deux parce que je sais que la couche est complète. Je commence à être un petit peu habituée là, quand je le fais comme ça. Ça, on va s'en servir quand on va commencer le chapitre 2 pour faire des liaisons entre les atomes pour former des molécules éventuellement. Une exception. On a l'hydrogène, puis on a l'hélium qui est sur la première couche de notre tableau périodique. Bon, l'hydrogène, il y a un électron de valence, lui, ça va. L'hélium fait partie de la famille des gaz rares, lui aussi. La différence avec les autres, c'est qu'il n'y a pas 8 électrons. Lui, quand on peut mettre seulement 2 électrons sur la première couche, lui, on va mettre les 2 électrons côte à côte comme ça pour montrer qu'il n'y a pas de réaction possible avec d'autres substances comme tous les autres gaz rares qu'il y a dans la colonne. C'est une exception. Au lieu d'en avoir 8, il y en a juste 2, mais il ne réagit pas quand même parce que le maximum d'électrons que je mets sur une couche, la première, c'est 2 électrons.